Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouveau avis et débrief de Rings of Power. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 4. Comme toujours, je vais spoiler l'intégralité de cet épisode et des 3 précédents, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à revenir plus tard. Et aussi, comme à chaque fois, je ne vais pas regarder l'épisode de façon linéaire, on va regarder... Je sais qu'à chaque fois je dis qu'on va regarder en fonction des personnages, mais c'est plus sur les bouts d'intrigue en fait. On va regarder la partie sur Numénor, on va regarder la partie sur les nains et Arondir, Bronwyn, les terres du sud, à part chacun. Des morceaux qui vont finir par se retrouver très bientôt, je crois, puisque notre ami Galadriel se dirige, et quelques Numénoriens, se dirigent vers les terres du sud. Donc bientôt, on va avoir quelques intrigues qui vont se retrouver. C'est un épisode particulièrement rempli de plein de petites références, de petits bouts de lore et d'intrigues qui viennent des bouquins, et c'était assez intriguant à voir, plein d'images assez hallucinantes dans cet épisode. La série continue à avoir un excellent niveau en qualitatif en termes d'histoire, en termes d'imagerie, en termes de globalement tout à 100%. La musique de Bear McCreary est particulièrement excellente. Ouais, je passe vraiment un excellent moment à regarder cette série. On va commencer avec Elrond qui, dans cet épisode, commence en Eregion et puis ensuite va voir les nains. La toute première image qu'on a dans l'intrigue sur Elrond, c'est la forge de Celebrimbor en train d'être construite. Et on a donc Elrond qui se satisfait que les nains et les elfes construisent ensemble une telle chose. J'étais assez surprise qu'on ait déjà le bâtiment en construction. Potentiellement, c'était déjà en construction avant même qu'ils fassent venir les nains, mais j'ai trouvé que le timing était un peu rapide, mais bref, c'est un tout petit détail. On sait pas exactement combien de temps s'est passé depuis le début de la série, tu me diras. Et on a ce magnifique moment. J'ai adoré cette. Comme je disais, c'est un épisode où il y a du lore de partout, des références aux livres de partout. Et on a Elrond qui regarde à la fenêtre la forge en train de se faire construire. Et il se retourne, et Celebrimbor qui le regarde en disant « tu ressembles vachement à ton père ». On va beaucoup parler d'Erendil dans cet épisode, vraiment beaucoup parler d'Erendil dans cet épisode. Je pense qu'ils ont fait exprès, je pense qu'ils se sont dit que tu pouvais pas citer Erendil dans cette scène-là. C'est une jolie scène où Celebrimbor et Elrond connectent un petit peu, puisque Celebrimbor parle du père d'Elrond, et donc Elrond ensuite lui demande comment est-ce qu'il peut l'aider, puisqu'il semble avoir des soucis. Mais donc je pense qu'on pouvait pas faire une scène où tu mentionnais le père d'Elrond et d'Elros sans expliquer qui il était, ce qui viendra un petit peu plus tard dans les scènes avec Durin et Disa. Et Erendil, c'est un personnage important si vous avez compris ce qu'il a expliqué à la fin de l'épisode avec Durin. Et c'est cool. Enfin, ça aurait été difficile d'avoir Elrond jeune, enfin dire plus ou moins jeune, sans donner un peu d'histoire sur son père. Bref, c'est un joli moment où il semble connecter un petit peu. Celebrimbor semble un petit peu perturbé, un petit peu préoccupé, ce que remarque évidemment notre cher politicien tout en finesse qu'est Elrond, qui lui demande c'est quoi le problème, et globalement Celebrimbor lui dit Durin me parle pas, ou il se planque, ou je ne sais quoi. Et du coup, Elrond part à la recherche de Durin. Et la première personne qu'il va voir, c'est la parfaite princesse Disa. J'adore ce personnage. Ce personnage n'existe pas dans les livres, parce qu'on a très peu de nains dans les livres de toute façon, et puis surtout encore moins de femmes nains, qui restent un peu planqués. Mais alors, excellent ajout, excellent personnage. J'adore Disa. Et leur conversation est assez rigolote parce que il y a vraiment une espèce de... Elrond sait qu'elle est en train de lui mentir. Elle sait, que Elrond essaye un petit peu de manipuler les trucs, ça. C'est deux personnes très intelligentes qui sont en train de se parler, mais qui sont en train de se mentir. Et c'est assez rigolo. Donc oui, Elrond fait remarquer que, il a pas pris ses outils, Durin. Donc pourquoi diable est-ce qu'il prendrait pas ses outils pour aller miner des choses? Disa lui sort des excuses qui pourraient être plausibles si on n'y connaît rien en quartz. Et Elrond n'est pas expert, donc en soi, il aurait pu potentiellement croire à ce mensonge, mais évidemment que non. J'ai trouvé qu'Elrond il poussait un petit peu. Je sais qu'il le fait parce que Celebrimbor lui a demandé. Ok,
C'est un détail à la con. Je trouve qu'ils ont réussi à construire une amitié entre Durin et Elrond qui fonctionne vachement bien. D'ailleurs, Disa se rajoute à ce duo à la perfection. Et du coup, je tiens à leur amitié. Je sais qu'on l'a eu que pendant un épisode, qui était l'épisode 2, ils étaient pas présents à l'épisode 3. Je m'en fous, j'y tiens. Je veux pas qu'on fasse du mal à cette amitié, elle est sympathique. Et je trouve que Elrond, qui cherche absolument à savoir c'est quoi le secret, ça met en danger l'amitié. Parce que les gens peuvent avoir des secrets, on n'est pas obligé de se mêler aux affaires des gens. Bref. Disa lui sort une histoire à la con. Elrond n'y croit pas du tout. Et ensuite, évidemment, on voit Disa parler à Durin et on comprend. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a un secret, on l'a vu ouvrir la boîte à la fin de l'épisode 2. On sait que les nains ont quelque chose de dissimulé, ce qu'on va apprendre à la fin de l'épisode, qui est du mithril. Je pense que la majorité des gens s'en doutaient fortement. Peut-être pas, peut-être que c'est une évidence pour moi seulement. Ou pour les gens qui savent que le mithril c'est important à ce moment-là. Et les deux sont en train de discuter, Durin est plutôt content du mensonge qu'elle a envoyé, qu'elle a balancé à Elrond. Ils sont mignons, adorables, je ne veux pas qu'il leur arrive du mal. C'est vraiment le meilleur couple de toute la série pour l'instant. Je les adore tellement. Ils ont tellement une bonne connexion, les deux, ils se répondent bien. Les dialogues sont bien écrits pour les deux et surtout les performances. On sent vraiment la connexion et l'affection entre les deux. Ce qui est important, je pense, pour faire un bon couple. Surtout un couple qui est ensemble depuis longtemps. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait ce sentiment de connexion entre les deux. Et là, je trouve que vraiment, il est bien foutu. Évidemment, on voit Elrond un peu plus loin qui les espionne, soyons honnêtes, hein, c'est le mot. Hein. Du coup, comprend que Disa lui a raconté n'importe quoi et il va aller à la recherche de ce secret. J'ai trouvé la scène intéressante, celle où il arrive à ouvrir la porte, déjà parce qu'on voit que les nains, déjà à cette époque, utilisaient des mots de passe parlés pour faire ouvrir les portes, comme on le verra plus tard. Dans le Seigneur des Anneaux, tu me diras, la porte dans le Seigneur des Anneaux, elle a été créée au 2e âge, donc c'est logique, mais j'ai trouvé ça rigolo. Aussi, on comprend à quel point Elrond connaît bien la culture des nains et est familier, notamment avec les nains de Khazad-dûm, parce que il connaît le code, il sait quoi faire exactement. Durin est évidemment pas content. Il l'engueule et il essaye, et c'est là où j'ai trouvé que Elrond était abusé un petit peu. Parce que je pense pas que Gil-galad l'ait envoyé spécifiquement pour ça. C'est ce que Durin pense et ce qu'il lui reproche. Mais tu peux pas dire juste, ouais, j'étais inquiet pour notre amitié, c'est pas bien les secrets. Les gens ont le droit d'avoir des secrets. Bref, c'est un détail. Ça finit très bien parce que Elrond est très malin et arrive toujours à retourner un petit peu les situations en sa faveur, même quand Durin est extrêmement énervé. Et Durin demande à Elrond de jurer que jamais il ne parlera du secret qu'il va lui révéler. Et j'ai bien aimé ce moment, c'est juste on a la main d'un nain et la main d'un elfe côte à côte, c'est une jolie image, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. En Terre du Milieu, ils ont plus souvent tendance à pas pouvoir se blairer, mais occasionnellement, on a quelques exemples d'amitié entre les nains et les elfes. Et évidemment, Durin révèle que c'est en effet du mithril, donc c'est un nouveau métal qu'ils viennent tout juste de découvrir, qu'on ne connaissait pas avant, donc il vient tout juste d'être nommé, donc Durin donne le nom en langage nain, et Elrond ajuste la traduction en elfique pour donner donc mithril, qui était nous le nom qu'on connaît du Seigneur des Anneaux et de The Hobbit. Si vous vous souvenez pas, peut-être, c'est Thorin dans Bilbo le Hobbit qui donne une armure en mithril à Bilbo. Et on nous explique, je sais plus si c'est dans The Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, que l'armure en mithril, c'est globalement la meilleure chose que tu puisses avoir. Tu peux pas te faire transpercer avec, ou très difficilement. C'est extraordinaire. Et on la retrouve, Bilbo la donne à Frodo quand il part de Rivendell. Et on la retrouve dans la Moria. Je crois que c'est Gimli qui dit que l'armure... la cotte de maille, c'est pas une armure, c'est une cotte de maille, j'ai dit armure depuis tout à l'heure. La cotte de maille que possédait Bilbo valait plus que l'intégralité de la comté en valeur financière que Frodo se balade avec. Ah, c'est loin d'ailleurs, il l'amène jusqu'au Mordor et c'est au Mordor qu'il la perd, enfin qu'il la perd pas. Elle est récupérée par des orques quand il se fait choper par Shelob et tout ça. C'est dans les films. Ça fonctionne très bien dans les films, c'est magnifique. Donc oui, le mithril, c'est très important, c'est un métal extraordinaire. Et
le fait que les nains aient découvert ça est assez important. Ils ont une discussion les deux, notamment sur Elrond qui demande pourquoi est-ce que vous célébrez pas, pourquoi est-ce que c'est secret, caché, machin. Durin lui explique que son père veut pas, que Durin III, donc le roi Khazad-dûm, ne veut pas qu'il recherche le mithril, en gros, parce que c'est extrêmement dangereux. En effet, travailler dans des mines, dans le vrai monde comme dans la Terre du Milieu, c'est extrêmement dangereux, et à la seconde où il a terminé d'expliquer ça, on a un accident dans la mine, et donc Durin se précipite pour aller essayer de sauver les nains qui étaient au fond de la mine à ce moment-là. La scène se termine là pour le moment, et on retrouve Durin, Elrond et Disa un peu plus tard dans l'épisode, où on voit cette magnifique scène qu'on avait vue dans la bande-annonce d'ailleurs, où on voit Disa en train de chanter entourée par d'autres nains, et la scène est magnifique, la chanson est magnifique d'ailleurs. Disa nous explique qu'elle chante pour dire au rocher, à la pierre, à la montagne, de libérer les nains encore vivants en fait de son cœur, et soit ça fonctionne, soit juste ils ont réussi à retrouver les nains vivants, mais donc Durin revient et explique qu'ils ont retrouvé tous les nains vivants, ce qui est une excellente chose, mais il semble particulièrement agacé. Alors j'ai trouvé la réaction un petit peu étrange, parce qu'il est agacé parce que son père décide de tout fermer immédiatement, qui est une réaction plutôt logique. Il y a des gens qui ont failli mourir. Du coup j'aurais pensé qu'avant de s'agacer, Durin il aurait... Tes potes enfin ouais, les gens de ton équipe qui minaient dans ce coin-là ont failli mourir, toi t'aurais pu mourir. Je crois que Disa mentionne à Elrond que si Elrond n'avait pas été là à ce moment-là, il aurait été au fond de la mine. Donc oui, on peut comprendre Durin III, c'est la réaction est plutôt logique de vouloir fermer des lieux qui sont dangereux. Bref, il est extrêmement en colère contre son père. Il jure sur les dieux et tout ça. Et Elrond va se rapprocher de lui pour lui parler et pour lui raconter, ou pour lui re-raconter, l'histoire de son père. Je pense que l'histoire de Elendil est très connue. Je pense que c'est une histoire qui est potentiellement connue par la majorité des habitants de la Terre du Milieu, parce que, comme explique Elrond, il a sauvé le monde. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'il est allé à Valinor pour demander l'aide des Valar, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, et les Valar sont venus avec leurs armées pour battre Morgoth. Elendil, le père de Elrond, n'a pas été autorisé à revenir en Terre du Milieu, et il est devenu une étoile, pour simplifier. C'est un mème sur internet qui me fait beaucoup rire, et qui fait beaucoup rire les gens les gens qui connaissent un petit peu Tolkien, qui est Elrond, son père c'est une étoile, sa mère c'est un oiseau. Et c'est très drôle. Depuis 6 mois, je le vois partout, ce mème. Ça me fait beaucoup rire. C'est pas drôle, parce que pauvre Elrond, il a pas de chance, et ses deux parents sont inaccessibles. Ils pourraient tous... Enfin, ils sont pas morts, ils sont techniquement pas morts. Et techniquement, ils vont pas mourir tout de suite, mais il les verra plus jamais, il pourra plus jamais leur parler. Donc pour lui, c'est quasi la même chose que s'ils étaient morts. Bref, le même est drôle. Mais l'histoire pour Sauron est particulièrement triste, c'est une histoire super triste. C'est l'histoire d'un gars qui a sauvé la Terre du Milieu, qui a fait une action extraordinaire, mais pour ses fils, Elrond et Elros, c'est extrêmement triste. Alors que tout le monde a dû célébrer cette action, eux... Bref. En gros, il dit à Durin, moi j'aimerais pouvoir avoir une conversation avec mon père, qu'elle soit positive ou négative. Et juste avant, il dit aussi, je voudrais savoir s'il serait fier de moi ou s'il aurait honte de mes actions, ce qui est... Toute cette conversation est triste et on a envie de leur faire des câlins pour les réconforter. Les deux, ils sont... Je l'ai dit, j'aime beaucoup cette amitié. Ce moment est particulièrement touchant. Accessoirement, oui, il cite plein de Tolkien, du coup ça a fait plaisir. Durin comprend que oui, bon, peut-être qu'il a raison. C'est un peu facile, l'argument de « Mon père est une étoile, je peux plus lui parler, tu devrais pardonner au tien ». Parce que ça résout pas le problème de lui, il veut pouvoir continuer à miner du mithril, et son père veut pas. Mais bon. Durin comprend, ou a l'air de comprendre en tout cas, où on veut en venir Elrond, et on a une dernière conversation entre les trois, où Disa se fout un petit peu de la gueule de Durin, où il parle de la façon dont ils se sont rencontrés. Est-ce que l'histoire a été arrangée par Durin? Est-ce qu'elle a été arrangée par Elrond? C'est adorable, c'est mignon. Je veux une série entière avec ces trois qui sont en train de parler et de discuter. Parce que je les aime beaucoup. La dernière scène qu'on a chez les nains,
on retrouve donc Durin III, le roi, et Durin IV, son fils. Ce serait beaucoup plus simple s'ils avaient des prénoms différents. Tiens à préciser. Durin, notre Durin, le 4e, le prince, vient s'excuser, vient dire « Désolé, j'aurais dû t'écouter, mon père, machin ». Il suit donc les conseils de Elrond. Et Durin III entend évidemment les excuses de son fils et il vient lui dire « T'as pas besoin de t'excuser, même quand je suis en colère, on peut se parler et tout va bien ». C'est un beau moment, c'est un très beau moment, j'étais très contente qu'il y ait un peu de douceur chez les nains et entre ces deux hommes. Ils ont l'air d'être des messieurs très durs et très fiers, donc c'est bien d'avoir ce genre de moment un peu plus délicat entre les deux. Mais, avant que je fasse le point sur la toute fin de cette séquence, ce trône, juste ce trône, magnifique, j'adore. Les gens qui ont fait les décors de cette série méritent un Oscar. Je sais qu'on donne pas d'Oscar au ciel, mais ils le méritent. Parce que ce trône est extraordinaire. Et deuxièmement, les chaussures que les deux portent, et les chaussures que portent quasiment tous les nains, si je ne me trompe pas, ont des orteils. J'adore toute cette série. Je sais que c'est des détails à la con, mais c'est des détails qui font que une série est extraordinaire. Et les décors et les costumes, pour l'instant, ont été à un niveau splendide. J'adore ce genre de détails. Et oui, le trône, j'ai pas les mots pour décrire à quel point il est splendide, à quel point en plus il est parfait pour cette pièce, il est parfait pour ce personnage, il est parfait pour cette ambiance, c'est génial. Bref, le dernier petit élément qu'on a dans cette séquence, c'est que Durin IV, le fils, dit à son père « Ah, Elrond m'a invité à venir à Lindon », et il demande de l'autorisation à son père d'y aller, et son père lui dit « Ok, tu sembles persuadé, et Elrond a réussi à te persuader que Gil-galad n'a pas envoyé Elrond pour nous espionner, notamment en ce qui concerne le Mithril, et Durin IV lui dit oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se trame. » Et son père lui dit « C'est bien, c'est bien, tu te fais pas... » Ce que j'ai bien aimé, parce que depuis le début, on voit beaucoup Elrond un peu manipuler Durin IV. Pas manipuler, encore une fois, c'est le seul mot que j'ai qui correspond un petit peu à ce qu'il fait. Il le manipule pas de façon méchante ou avec des intentions mauvaises, mais c'est-à-dire qu'il arrive... C'est ce que je disais, il arrive à faire tourner les événements en sa faveur. Et Durin IV est pas idiot. Et il voit, potentiellement, il y a quelque chose qui se trame. Ça, j'aime. Et donc, il va aller à Lindon, donc on va sortir de Khazad-dûm. Ce qui est dommage, j'aime être à Khazad-dûm. Mais on va sortir de Khazad-dûm et Durin IV sera probablement à Lindon au prochain épisode. On va ensuite regarder ce qui se passe dans les terres du Sud, chez nos amis Arondir et Bronwyn, qui est particulièrement intense. On continue dans l'intensité après le précédent épisode où on avait eu un combat contre un warg, et on retrouve notre pauvre Arondir qui a vraiment pas passé une bonne semaine. Première chose qu'on lui a dit cette semaine-là, c'est fini, tu pars, tu quittes l'endroit où habite la femme que tu aimes. Et après, il a découvert qu'il y avait des orques dans le coin, il s'est fait capturer, il s'est fait maltraiter par tout le monde, il a dû se battre, il a vu tous ses potes se faire tuer autour de lui, il passe pas une bonne semaine. Et ça continue. J'aime beaucoup cette image parce que je crois que j'ai déjà dit dans les précédents débriefs de Rings of Power que j'aimais beaucoup les têtes des orques, les maquillages étaient particulièrement réussis. L'un des trucs que j'aime, et ce qui fait que c'est si réussi, c'est qu'ils ont tous des têtes différentes. Ils ont une personnalité, ces orques. J'ai presque envie de savoir c'est quoi son nom à lui, D'ailleurs, il y a quelques noms. Ils sont pas vraiment mentionnés dans les épisodes, mais si vous fouillez à droite à gauche, vous pourrez trouver, il y a certains orques qui ont des noms. Et il y a un des orques qui est joué par Jed Brophy, qui est un acteur qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, dans The Hobbit. C'est fun. C'est un gars qui a joué plein de rôles dedans. Notamment, il a déjà joué des orques précédemment aussi. Donc j'aime beaucoup, encore une fois, les orques sont excellents. De l'excellence d'orques, mais évidemment, la préoccupation principale, vu ce qu'on avait été teasé dans l'épisode précédent, c'est le boss des orques, et qui est Adar. Ah, cette tête, il a une excellente tête. Quelque chose lui est arrivé à sa face, clairement.
Et clairement, il a une tête d'elfe, ce qu'on se doutait vu l'image floue de la semaine dernière. On le voit donc arriver sous les acclamations et devant des orques qui se prosternent. Il va voir un orc qui est blessé et même si pendant quelques secondes il a l'air compatissant, il finit par nous le trucider ou achever, on va dire, l'orque blessé. Les orques autour de lui s'en vont et on a une conversation donc entre Arondir et Hadar. Et la première chose que lui demande Hadar à Arondir, c'est d'où tu viens, soldat. Il se parle en elfique, en sindarin, je crois. Et les gens qui aiment Tolkien sont heureux dès qu'on drop des choses. Il mentionne qu'il est né dans le Beleriand, qui est une région qui n'existe plus à l'heure où on parle. Dire au deuxième âge, la région n'existe plus. Le continent était un petit peu plus grand, et il y a une partie qui n'est plus là. C'est un énorme morceau de l'histoire du Premier Âge, l'histoire du Beleriand. C'est là où habitaient beaucoup d'elfes. C'est là où on peut retrouver des histoires comme Gondolin, notamment. Et c'est un bout d'histoire fascinant et génial, mais qu'on pourra évidemment pas raconter dans la série. Donc si vous êtes intéressé, là pour le coup, il faut lire le Silmarillion ou La chute de Gondolin, si vous voulez juste ce bout-là. Il y a plein de références fun qui potentiellement peuvent donner aux gens envie d'aller en découvrir plus. Hadar mentionne que lui aussi, il a été au Beleriand. Il dit pas qu'il est né là-bas. Il dit qu'il a vu une rivière au Beleriand, notamment. Il parle d'une rivière. Et Arondir, le pauvre, essaye désespérément de savoir qui est l'elfe qui lui parle. Enfin, lui, je dis elfe parce qu'il ressemble à un elfe. Ça veut pas dire que c'en est un. Pas forcément. D'ailleurs, Arondir finit par lui demander, parce qu'il est tellement perturbé par la conversation qu'il a avec ce gars, qu'est-ce que tu es? Je crois que c'est ça qu'il dit. Cet épisode nous a donné des choses à réfléchir dans la catégorie qui est Sauron. Est-ce qu'on a vu Sauron jusque-là? Il y a quelques candidats. Il y a plusieurs candidats très intéressants d'ailleurs. Notamment un que j'avais sorti de ma liste des potentiels et qui est revenu dans ma liste cet épisode. Hadar est un bon candidat, évidemment. Parce que, vu la réaction d'Arondir et le « qu'est-ce que tu es ?», il pourrait être un Maillard et qu'est Sauron. Ce serait simple, ce serait trop simple. C'est pas grave si c'est simple, moi ça me dérange pas. Ça expliquerait potentiellement, oui, pourquoi est-ce qu'il a vu certains coins du Beleriand et tout ça, il s'est baladé, pas de problème. Et j'ai vu une autre théorie, que je ne partagerai pas parce que potentiel spoiler, et puis surtout c'est de la théorie Premier Âge et tout ça, mais en gros il y a des elfes qui potentiellement ont travaillé volontairement pour le mal, pour Morgoth. Il y en a pas beaucoup. Il y a des exemples, mais c'est très très rare. Pas parce que les elfes étaient tous des bonnes personnes et tout ça, juste parce qu'ils sont moins corruptibles, on va dire, que les humains. Et ils sont vraiment moins corruptibles par rapport à Morgoth. Ils ont été corrompus par d'autres choses, on a plein d'elfes qui ont des histoires où ils sont cupides, où ils sont égoïstes, où ils sont trop fiers pour leur propre bien, etc. Donc c'est pas forcément des bonnes personnes, mais ils sont très très rares à avoir bossé volontairement pour Morgoth. Mais il existe un exemple qui pourrait potentiellement fonctionner. Il y a pas beaucoup de preuves, hein. Ça se base sur rien. J'ai vu quelques personnes qui connaissent bien Tolkien en discuter un petit peu. Je trouve que l'idée est pas mauvaise et rigolote. Et donc potentiellement, oui, ils ont peut-être pris un personnage qui techniquement devrait être mort pour en faire quelque chose. Et ce serait fun s'ils le faisaient. Vraiment là, je gueulerais pas du tout sur « Ah mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, blablabla. » Ah, ce serait trop fun si ce serait ça. Ça rajouterait de la dimension à ce monde, ça justement montrerait qu'il peut y avoir des elfes qui sombrent aussi bas. Parce que si c'est la personne auquel je pense, lui il a sombré très bas. Et ce serait intéressant. Donc, potentiellement, on a un elfe qui travaille pour le mauvais côté. Peut-être pas, peut-être que c'est Sauron. Peut-être que c'est juste un autre gars qui ressemble à un elfe. Il y a pas mal d'options possibles en Terre du Milieu à ce moment-là. Dans tous les cas, il finit par dire à Arondir qu'en gros, il va le libérer pour qu'il parte prévenir les hommes, les humains qui se sont réfugiés dans la tour. En gros, de s'en aller et de prêter serment de loyauté à
lui. Voilà, ce qui fait que du coup, Arondir, qui était en train d'essayer de voir s'il pouvait attaquer Hadar ou ce genre de truc, abandonne son plan et on retourne donc chez les humains qui se sont donc réfugiés dans la tour que les elfes avaient construite et qu'ils avaient abandonnée. On retrouve notamment Bronwyn qui est en pleine discussion sur on a de plus en plus de réfugiés, on n'a pas de nourriture, ce qui est évidemment une préoccupation extrêmement urgente, mais les orques sont en train d'envahir les villages un par un, donc ça devient très compliqué. Donc là par exemple, elle empêche Théo, enfin en tout cas elle lui dit non, on peut pas retourner au village pour récupérer la nourriture, surtout pas toi. Et elle dit on va se concentrer sur la chasse, etc. Théo étant l'adolescent insupportable qu'il est. Je dis ça sans critique de la série. Un adolescent doit être insupportable. Lui, il l'est particulièrement dans son attitude à tous les niveaux. Comment il s'est fringué, sa tête, tout. Ça crie l'adolescence. À chaque port de peau de ce pauvre jeune homme. Il embarque un de ses amis, l'un des gamins insupportables qu'on avait vu dans le tout premier épisode, et ils vont donc retourner au village récupérer de la nourriture. Sur le chemin, ils voient notamment tout un tas de bétail complètement détruit et tué. Clairement, les orques n'ont pas mangé les moutons qu'ils ont trouvés, ils les ont juste massacrés pour le plaisir, ce qui est toujours fun. Ils réussissent à récupérer un petit peu de bouffe, et Théo, le fils de Bronwyn, donc, veut aller dans la taverne pour récupérer encore plus. Le gars de droite, dont j'ai plus le nom, veut pas, il est flippé. Pour le coup, il a raison, je lui donnerai un bon point, qui, en gros, clairement, ils ont probablement récupéré la nourriture qu'ils ont là actuellement dehors, pendant qu'il fait jour et qu'il y a le soleil qui fait en sorte que les orques se planquent. Aller à l'intérieur d'une des maisons ou à l'intérieur de la taverne est beaucoup plus dangereux parce que les orques peuvent sortir de jour, ils peuvent juste pas être directement sous le soleil. Donc oui, je comprends le flip, et d'ailleurs il avait raison puisque, évidemment, les orques vont se pointer, ils se barrent dès que le soleil commence à se planquer. Le plan de haut avec le gamin qui court avec sa charrette m'a fait beaucoup rire. Je comprends, il a raison, vu ce qui se passe après. Et quand il arrive à la tour, globalement, je crois qu'il dit à Bronwyn il a dit qu'il serait juste derrière moi. Oups. Évidemment, Bronwyn, on va la retrouver juste après. Théo est donc rentré dans la taverne, il a trouvé des grains, c'est une bonne chose. Par contre, évidemment, pas de surprise, il se fait choper par un orc et il sort le bout d'épée qu'il a récupéré dans la grange. Et l'orc fait cette tête-là. Il est plutôt effrayé et plutôt surprise, si on peut analyser la tête d'un orc. Et il veut absolument récupérer, absolument récupérer le bout d'épée de Théo. Donc Théo, il avait compris que le sang était attiré par l'épée, par le pommeau de l'épée, et que quand il y avait du sang, l'épée grandissait, elle redevenait une vraie épée. Et donc là, il se plante le truc dans le bras directement, ce qui fait que l'épée devient une épée, et donc il peut repousser un petit peu l'orc qu'il a devant lui, ce que j'aime beaucoup pour l'instant, ce que fait la série, et qui est quelque chose de bien. C'est qu'il essaye pas de se battre, il essaye pas d'utiliser l'épée comme un épéiste, machin. Il repousse l'orc comme il peut, et il se barre. J'aime beaucoup le fait que les personnages qui ne sont pas des combattants, donc Bronwyn, Théo, les pieds velus, etc., quand ils sont dans des situations de combat pour l'instant, on les voit pas essayer de se battre, on les voit essayer de survivre, donc de balancer des trucs. C'est le combat de Théo et de sa mère dans l'épisode 2, c'était ça, c'était on balance tout ce qu'on peut, on essaye de pas se faire tuer, mais c'est tout. C'est un truc qui peut m'agacer très vite, c'est que des fois dans certaines séries, t'as un personnage random, un paysan qui va trouver une épée et du jour au lendemain, il arrive un petit peu à se battre avec. C'est très compliqué de se battre avec une épée, c'est pas compliqué, mais... Enfin si, c'est compliqué. N'importe qui peut la mettre devant soi et la bouger à droite à gauche, mais savoir réellement se battre avec une épée, c'est surtout une épée aussi grande et tout ça, aussi lourde potentiellement, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut apprendre du jour au lendemain. Et donc il se barre, ce qui est une excellente réaction. Je t'aime pas beaucoup Théo, parce que tu es très agaçant. Ça fait partie de ton personnage, donc j'ai pas de soucis, mais voilà. Mais il se barre, il se planque dans le puits. Il manque de se faire repérer à plusieurs reprises, mais il arrive à
survivre assez longtemps. Les orques sont désespérés à l'idée de le retrouver. Ils le cherchent partout, et donc on comprend, oui, ce qu'on avait déjà commencé à comprendre depuis les épisodes précédents, qui est que ce bout d'épée là est très important pour Hadar, et qu'il le cherche désespérément. Il arrive à survivre dans le puits, mais évidemment la nuit tombe, de plus en plus d'orques sortent de leur cachette, il va récupérer encore le sac de grains, parce que respect, c'est bien, il pense aux gens de la tour et tout ça, mais c'est pas pratique pour t'enfuir, mec. Il pense avoir réussi plus ou moins à s'enfuir, mais il se fait attraper par un orque qui manque de le tuer, jusqu'à ce que notre ami Arondir débarque, en ce moment très héroïque et très classe. Et donc les deux vont s'enfuir. C'est ce qui est bien parce que Théo avait tendance à détester l'amoureux de sa maman. Du coup, ça lui donne des points en plus, j'espère. Arondir est très très classe dans toutes ces scènes, évidemment. C'est un elfe, et lui, pour le coup, c'est un guerrier, c'est un soldat, donc il sait ce qu'il fait. Et on les voit donc parcourir les bois ensemble en courant. Théo est blessé, donc il a beaucoup de mal à avancer. Du coup, en fait, il y a une course-poursuite qui fonctionne vachement bien. Ils sont nombreux, les orques, on les voit apparaître dans la forêt les uns à la suite des autres. C'est ce que je disais, une scène super efficace et tendue et tout ça. On a la fameuse scène qu'on avait vue dans la bande-annonce où Arondir chope une flèche en plein vol qui, maintenant on le sait, allait se planter dans Théo, le pauvre, et la renvoie immédiatement sur les orques, ce qui était classe comme pas possible, yes. Arondir essaye désespérément de réduire un petit peu le groupe d'orques qui les poursuit. Il commence à être à court de flèches. Et on a Bronwyn qui débarque avec une serpe. C'est pas des guerriers. Donc elle a débarqué avec ce qu'elle avait dans la main. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle pensait faire avec sa serpe. Mais, donc évidemment, elle était partie à la recherche de son fils. Et elle les retrouve et ils partent en courant dans les bois. Et ils finissent par arriver dans une prairie où le soleil se lève. Très jolie scène, encore une fois. Théo peut plus vraiment courir parce qu'il est blessé. Il s'arrête, ils sont sur le point de se battre. Et le soleil se lève au fur et à mesure. Et les orques s'arrêtent à l'orée de la forêt, puisque, comme je disais, ils craignent la lumière directe du soleil. Et oui, c'est un joli moment où on a les deux qui protègent l'enfant derrière, et qui vont donc retourner à la tour, en un seul morceau, et on a un beau moment entre les amoureux. Ok, dans ma critique de l'épisode 2, je crois que c'était l'épisode 2, peu importe, j'ai un peu critiqué ce coup, que je trouvais un petit peu simpliste et tout ça. Mais ils étaient mignons, les deux. Surtout que ça marche bien, on a failli mourir ensemble, donc on se retrouve. Ils sont mignons. Ok, je l'accorde, y a pas de souci. Et après toutes ces mignonneries, Arondir annonce à Bronwyn que Hadar l'a libéré. Enfin, il lui dit pas vraiment que Hadar l'a libéré, mais il lui dit on m'a donné un message pour les humains du coin, et donc vous devez partir, vous devez jurer allégeance à l'ennemi, etc., etc. Et donc il regarde le lieu avec plein d'humains, et sans doute se prépare pour une bataille à venir. Mais ils savent pas qu'il y a de l'aide qui va arriver. Dernier moment dans les terres du sud, c'est avec Théo qui donc a été blessé à la jambe, donc il se repose, et il y a l'homme le plus creepy de l'histoire qui vient le voir et qui lui parle, qui était le propriétaire de la grange dans laquelle il a trouvé l'épée, et il sait qu'il lui a piqué l'épée, et il lui demande s'il sait ce que c'est, donc il fait des gros sous-entendus sur le fait que l'épée serait l'épée de Sauron. Il cite Sauron, de nom, et il fait aussi un gros sous-entendu qui... Moi, ça a pas vraiment rajouté. Je fais pas confiance à un mec random du fin fond des terres du sud, en fait. Donc lui, il pense que la météorite qui est tombée, c'est un signe et que c'est le signe du retour de Sauron. Et donc, il sous-entend très fortement que le mec qui est tombé dans la météorite, c'est Sauron. Je vous l'ai dit, cet épisode est très... donne plein de petits teases, de petits indices pour nous faire croire que la moitié des personnages qu'on a vus jusqu'à là, c'est potentiellement Sauron. Moi, celui-là, j'y crois pas. Je comprends pourquoi le weirdo, là, il y croit, mais pour l'instant, les arguments
en faveur que l'étranger avec les pieds velus soit pas Sauron sont plus forts que les arguments pour qu'il soit Sauron. J'ai aucune idée, hein. Je fais pas du spoil, je fais de la pure spéculation. Pour l'instant, j'ai pas d'arguments, j'ai très peu d'arguments en faveur de l'étranger c'est Sauron. Alors que Adar, ou quelqu'un d'autre dont on va parler dans pas longtemps, pourrait potentiellement être Sauron, je commence à avoir des arguments. Peut-être qu'on n'a pas vu Sauron aussi. J'aime beaucoup ce mystère Jada. Maintenant, à chaque fois que je croise quelqu'un et que cette personne me dit qu'elle a vu Rings of Power, la première chose que je lui demande, alors, t'en es où sur le qui est Sauron actuellement? J'aime beaucoup cette discussion, elle est rigolote à avoir. Et surtout que oui, potentiellement, on n'a pas vu Sauron. Et j'ai une autre théorie aussi, mais que je peux pas vraiment partager, parce qu'elle serait très spoilante. Je peux pas, oui. Peut-être que je ferais, je voulais, à une époque, faire des petites vidéos très courtes, là, les shorts sur YouTube, où je spoilerai les livres et tout ça. Comme ça, les gens qui veulent pas les spoilers des livres pourraient regarder ces grosses vidéos. Et les petites, je pourrais dire mes théories basées sur les livres. Peut-être que je ferais ça. Bref, donc oui, donc il voit la marque du bras, et donc, ça d'ailleurs, qui sait que le gamin a utilisé l'épée. La toute dernière image qu'on a, c'est à nouveau Adar et les orques qui viennent le prévenir que l'épée qu'il cherche est dans la tour avec les humains. Il s'annonce pas bon pour personne. On retrouve ensuite le plus gros morceau de cet épisode, Numénor, évidemment. D'ailleurs, c'est le tout début de l'épisode, qui est Myriel en train de faire une bénédiction pour les nouveau-nés de Numénor. Et elle marche dans sa magnifique salle et il y a des pétales des arbres blancs qui volent vers elle et la salle entière vibre et comme s'il y avait un tremblement de terre. Et elle arrive et elle regarde à l'extérieur, il y a une immense vague qui est en train de tout détruire sur son chemin. Et quand je dis immense, c'est immense, elle détruit toute la ville et potentiellement toute l'île, devant les yeux complètement terrifiés de Myriel. Et genre la vague derrière, là, en fond, l'imagerie, cette série est extraordinaire. La séquence se termine avec Myriel qui se fait submerger par l'eau et qui se réveille. Évidemment, je pense que tout le monde se doutait à ce moment-là que c'était un rêve ou une vision ou quelque chose qui ne se passait pas présentement. Et c'est une vision très intéressante. On va comprendre ensuite que c'est une vision qu'elle a qui lui est inspirée de ce qu'elle a vu quand elle a regardé dans Palantir. On va revoir ensuite avec Galadriel. C'est le début d'une journée. Les gens dans la rue se plaignent que la reine va recevoir Galadriel, évidemment. On retrouve le gars que Halbrand a tabassé dans l'épisode précédent, qui est évidemment pas content et qui dit que la reine, elle reçoit l'elfe alors que nous, on perd nos jobs. Comment vous voulez qu'on fasse compétition alors que les elfes, ils se fatiguent pas, ils vieillissent pas, etc., etc. Qui sont des arguments pas complètement idiots. Les elfes fatiguent au bout d'un moment, hein, mais potentiellement ils ont une résistance un peu plus longue qu'un humain. Ils vieillissent pas, c'est vrai. Donc tu peux avoir un... ça n'a jamais vraiment été une compétition, c'est-à-dire qu'en général les elfes, même à l'époque où il y avait encore plus d'elfes que ce qu'il y a là au deuxième âge, les elfes vivaient dans leur propre ville, les humains vivaient dans leur propre ville, c'est assez rare qu'ils se soient mélangés vraiment beaucoup, donc son argument est un peu fallacieux, mais bon, techniquement il a pas tort. C'est juste, oui, les ouvriers elfes ont jamais vraiment fait compétition avec les ouvriers humains, mais bon. Bref, il commence à énerver les gens contre la reine et contre Galadriel évidemment. On a dans la foule notamment Eärien la fille d'Elendil qui écoute. J'ai du mal à savoir si Eärien elle est comme son père, c'est-à-dire qu'elle respecte les elfes et tout ça, ou si elle aussi elle commence à avoir des doutes et à pas apprécier fortement les elfes. Dans le sens où à chaque fois que il y a des plans sur elle en train soit d'écouter ce discours-là, soit plus tard à un moment donné on apprend que Galadriel s'est échappée, il y a un plan sur elle, il y a un plan sur Isildur qui est plutôt content, il y a un plan sur elle où elle fait à peu près cette même tête-là qui est un peu neutre, et donc je me demande si ils ne sont pas en train de nous construire une Eärien qui serait en désaccord avec le reste de sa famille. Peut-être pas, j'avoue que j'ai eu du mal à lire, elle semblait pas énervée, mais elle semblait pas en super accord non plus, mais elle écoutait en tout cas. Et donc il commence à y avoir des petits remous dans la ville, etc. Et on retrouve à gauche le jeune homme qui est Kemen,
et Pharazôn, et donc on apprend que Kemen à gauche est le fils de Pharazôn. Et on retrouve Pharazôn en pleine action politique, il est dans un marché en train de serrer les mains, et son fils vient donc lui dire il y a un peu de remous dans le coin, et j'aime beaucoup la façon dont il montre Pharazôn, qui est le politicien par excellence. C'est-à-dire que Elrond, qu'on a vu depuis le début, est très politicien aussi, dans la façon dont il s'exprime notamment. Mais alors Pharazôn est un niveau au-dessus, parce que il serre les mains, il est tout est calculé dans ce qu'il fait. C'est assez bien joué, vraiment le politicien parfait. Il se retrouve, il va dans le groupe qui était en train de s'agacer contre la reine et contre Galadriel, et j'ai beaucoup aimé son argument qui était vraiment, il faut une elfe, une pauvre réfugiée qui était abandonnée sur son bateau et vous êtes tous en panique. Faites-moi confiance. Les elfes ne prendront jamais notre place, on restera toujours du Ménor, blablabla. Il est très bon dans ce qu'il fait, et il arrive évidemment à convaincre la foule de se calmer, et surtout de lui faire confiance qu'il va gérer les histoires. Ce que j'apprécie, ce que j'ai trouvé bien à noter, c'est que il dit pas non, vous en faites pas, l'elfe elle est gentille. Non, lui aussi, il a un sentiment plutôt anti-elfe, mais il le formule de façon à ce que les gens se calment, en fait. Et surtout, il le formule de façon à ce que la reine Myriel reste dans une lumière positive, on va dire. Qui était pas le cas du mec avant. Qui fait tout un discours assez impressionnant. J'ai pris cette image parce que j'adore le décor, la porte immense derrière, mais surtout les espèces de statues à gauche et à droite, là, j'ai trouvé ça. C'est pas vraiment des statues. Je sais pas comment on dit quand c'est une sculpture, genre un mur comme ça, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Encore une fois, les décors sont travaillés à l'infini. Ça donne vraiment un sens de la taille de Numénor, je trouve. Pas juste de la taille de la porte, mais de la taille des lieux en général. Et oui, c'est ce que je disais, il est très bon dans son discours, donc il arrive à réunir la foule pour lui. Et il est aussi bon sur le fait qu'il sait quand arrêter son discours et quand envoyer des verres aux gens. Ce qui est toujours une bonne façon. Et donc, il sert de l'alcool à tout le monde et il va serrer les mains et tout ça. C'est vraiment le politicien tel qu'on les connaît dans le vrai monde, entre guillemets, et qui sait particulièrement bien gérer les gens autour de lui. Et on a toujours donc Arianne qui regarde Pharazôn gérer tout ça, et Kemen qui vient voir la jeune femme qu'elle ne connaît pas, et avec qui ils discutent un petit peu. Ils ont une petite conversation, clairement Kemen a envie de draguer un petit peu. Il ne dure pas très longtemps, mais qui reviendra un petit peu plus tard. C'est marrant, j'avais vu une photo de Kemen, une photo de marketing de Kemen un petit peu avant que la série elle sorte. Et je me suis dit, oh, il a une tête de... Il lui avait les cheveux, la coupe de cheveux, c'est pas ça la tête de l'acteur, j'ai rien contre la tête de l'acteur, c'est la coupe de cheveux et les fringues qu'il lui avait mis. Je me suis dit qu'il allait être un mec super relou. Et finalement, il était plutôt sympathique dans cet épisode. Et quand toute sa conversation avec Arianne était plutôt rigolote et sympathique. Donc, je l'avais jugé à son apparence, qui n'est jamais une bonne chose à faire. On retourne au château où donc, comme le gars qui s'était énervé au tout début avait dit, en effet, Myriel reçoit Galadriel. Et Galadriel l'informe des choses qu'elle a découvertes donc dans l'épisode précédent, donc du fait que potentiellement Sauron et une armée d'orques sont en train de s'installer dans les terres du Sud et pourraient être une menace pour la Terre entière, pour le monde entier. Et elle demande l'aide de Myriel, elle lui dit « Ramène les armées de Numénor dans les terres du Sud avec moi et allons combattre Sauron ». Elle précise aussi que Halbrand serait potentiellement l'héritier du roi de cette région-là, ce qui fait un peu rire Myriel qui fait une vanne sur Elendil, et Elendil fait cette tête-là. Cette photo ne sert à rien, hormis montrer le joli sourire de Elendil. C'est un truc que j'avais noté à l'époque où je faisais mes vidéos sur la roue du temps. La majorité des personnages que l'on voit ici, que l'on voit dans la série au complet, vont pas avoir une vie sympathique. Ils vont souffrir, il va y avoir des guerres et des horreurs et des misères. Toutes les opportunités qu'on a de se souvenir des moments sympathiques où ils ont fait une blague sur le fait qu'il n'était pas seigneur de nulle part,
et qu'ils ont souri est un bon moment. Il faut conserver ce moment à l'infini. Puisque après ça va être triste la vie. Bref. Sinon oui, la majorité du temps il fait la tronche derrière parce que Myriel veut rien entendre. Et elle refuse d'envoyer ses armées dans le sud, elle refuse d'aider Galadriel. Et Galadriel, tout en subtilité, lui dit « Ok, dans ce cas-là, Régente, je veux parler au vrai roi, ton père. » Ce qui ne clique pas bien pour Myriel, et Galadriel se retrouve en prison. À côté de Halbrand qui fait cette tête-là quand il la voit débarquer, et elle se fout de sa gueule allègrement, qui est mérité. Comme on le verra un tout petit peu plus tard, Galadriel depuis le début ne fait pas dans la subtilité, il faudrait un petit peu qu'elle apprenne la politique. On a plein de politiciens dans cette série, qui est intéressant. Galadriel est l'opposé de tout ça. Et c'est ce qu'on va lui reprocher, c'est ce que Halbrand va lui dire plus tard, et c'est particulièrement bien pointé. Mais c'est bien aussi d'avoir des personnages qui... On a plein... Ouais, c'est-à-dire qu'on a Elrond, on a Pharazôn notamment, qui sont tous dans la manipulation, dans le je calcule le moindre mot que je dis pour savoir l'influence que ça va avoir sur la personne en face de moi. Galadriel, elle est à l'opposé de ça, et c'est bien d'avoir un peu de diversité de personnalité et tout ça. On va faire une petite pause sur ce moment, ce moment-là, où il se passe pas mal de choses intéressantes dans la prison et ensuite, mais l'épisode fait un petit détour pour aller revoir notre ami Isildur. Je crois que j'ai dit une bêtise dans l'épisode précédent. Parce que Isildur a à nouveau son espèce de vision où il voit les côtes au loin, et il entend une voix qui l'appelle, semble l'appeler en tout cas. Et je crois que dans l'épisode précédent, j'ai dit c'est la Terre du Milieu qui l'appelle, et comme on sait qu'il a une destinée particulière, Isildur, on peut comprendre qu'il y ait un espèce d'élément un peu mystique et magique, et la Terre du Milieu l'appelle. Sauf que plus tard dans l'épisode, on nous dit que Isildur est obsédé par l'Ouest, et que c'était aussi l'obsession de son frère Anarion. Et à l'ouest de Númenor, il n'y a pas la Terre du Milieu, ça c'est à l'est, sauf si je me trompe vraiment beaucoup dans mes points cardinaux, mais à l'ouest de Númenor, c'est Valinor, c'est les terres immortelles, auxquelles n'ont pas accès les humains. J'ai trouvé ça rigolo, je m'attendais pas, je sais pas exactement, du coup là, les terres qu'on voit là, ce sont les terres immortelles de Valinor. Qu'on savait, hein, c'est dans les textes de Tolkien que les côtes des terres immortelles sont visibles depuis Númenor. Mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment imaginé que ce serait la Terre du Milieu qui l'obsédait, parce que ça me semblait plus logique dans ma tête, mais du coup c'est intéressant. Je sais pas exactement ce que ça sous-entend, mais j'ai trouvé ça intéressant. Bref, il est toujours distrait, et il semble toujours ne pas vouloir en fait terminer cette évaluation qui lui permettrait de rentrer ensuite dans la marine, et donc il lâche une corde qui permettait de tenir un bidule sur un bateau, et il se fait virer de la marine. Il arrive aussi à virer ses deux potes, ce qui était un peu extrême de la part du boss du bateau là. Ils avaient absolument rien fait les deux autres, à part essayer d'aider à ce moment-là, donc oui, je comprends tout à fait la réaction du pote de Númenor. Alors je m'excuse, mais j'avoue que je me souviens pas du tout des noms des deux potes de Isildur. J'espère qu'on les reverra. J'ai l'impression qu'on va les revoir beaucoup dans les épisodes suivants, donc peut-être qu'à force je vais retenir les prénoms. Mais oui, il y en a un des deux qui est juste dégoûté, et l'autre qui est particulièrement énervé et qui reproche à Isildur d'avoir jamais vraiment travaillé pour ce poste-là, de jamais avoir vraiment voulu faire ce job-là, qui semble être le cas. Apparemment c'est Elendil qui a poussé un petit peu, qui a convaincu le maître du bateau de faire rentrer Elendil dessus. Oui, Elendil semble être plutôt heureux de plus faire partie de la marine, et ses potes c'était leur vie, ils avaient travaillé, c'est comme si on se faisait virer de, je sais pas moi, de l'ESSEC ou je sais pas quoi, alors qu'on a bossé toute notre vie pour ça. Il y a une discussion qui est assez intéressante parce que il dit quelque chose, le pote énervé, que on aurait pu supposer vu l'épisode précédent, mais qu'on n'avait pas l'information au complet. Il dit que la mère d'Isildur est décédée, donc la femme d'Elendil, la mère d'Isildur, d'Anarion et d'Arianne, ce qu'on ne savait pas de façon définitive. Ça rajoute un niveau de lecture. La mort va être une thématique intéressante et va être une thématique importante, je pense, pour la série. Parce que dans le monde de Tolkien, à ce moment-là, à tout moment d'ailleurs, il existe des races qui sont immortelles, les elfes, qui ne meurent pas, et des races qui sont mortelles,
notamment les humains, et la majorité des autres races de la Terre du Milieu. Et l'existence même d'immortels autour de soi fait que la mort a une saveur différente, et quelque chose de différent en fait, puisque c'est pas quelque chose d'inéluctable pour n'importe quelle espèce vivante comme c'est pour nous, mais c'est quelque chose que au moins une espèce sur Terre n'expérimente pas. Donc c'est pas la même approche que t'as de quelque chose d'aussi drastique et difficile que la mort. Donc ça va être intéressant à étudier, donc savoir que Isildur a connu un deuil probablement assez récent et aussi douloureux, ça va forcément rajouter quelque chose dans la conversation autour de ce sujet-là. La conversation... Il mentionne aussi d'ailleurs, rapidement, il mentionne aussi Anarion, donc le frère, et en disant que Anarion aussi était obsédé par l'Ouest. Comme je sais toujours pas exactement ce que ça sous-entend, je sais pas quoi déduire de ça. Les humains peuvent pas aller à Valinor. Ils sont pas autorisés. Donc, à voir ce que ça va donner. La conversation se termine très mal. Bah, ils s'échangent quelques coups de poing, et Isildur s'en va, sépare donc de ses potes, et il va aller boire d'un côté, et juste avant, on revoit Énarien et Kemen qui ont une petite conversation et qui finissent par aller dîner ensemble, et c'est tout mignon. Ils sont plutôt mignons pour deux personnes qui flirtent un peu les uns avec les autres. D'ailleurs, Énarien est donc au tout début de sa formation, hein, parce qu'on lui demande de nettoyer les sols et tout ça. Clairement, clairement quelque chose qu'on fait faire à une toute jeune arrivée dans la formation pour devenir, encore une fois, je pense, architecte, quelque chose comme ça. On la voit au début dessiner un petit peu des bâtiments. Elle semble avoir passé un très bon rendez-vous, et elle va ensuite discuter avec son frère qui, elle lui fait remarquer qu'il n'est pas en uniforme, et donc Isildur lui explique ce qui s'est passé, elle le juge, sérieusement mec. Et la conversation est assez intéressante entre les deux, mais j'avoue que j'ai été plus obsédée par la peinture derrière, par la conversation. Il y a une immense peinture derrière eux, où on voit quelqu'un qui ressemble à un elfe parce que les oreilles, et quelques hommes en train d'attaquer une immense créature marine derrière. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est Elros, le gars avec les oreilles? Ce serait le seul humain qui pourrait avoir des oreilles comme ça? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est classe. Je l'aime beaucoup, cette peinture. J'adore, c'est tellement... J'allais dire c'est un détail, c'est pas un détail, c'est un immense morceau. Mais ça aurait été tellement facile de mettre juste un mur en briques et puis basta. Et à la place, ils ont mis des œuvres qui rajoutent... Ils ont vraiment fait un travail on rajoute plein d'éléments pour que ce monde il soit vivant et qu'il ait du vécu et tout ça, et ça fonctionne vachement bien. Le frère et la sœur discutent, et Ariane lui dit qu'il va se faire engueuler par son père, comme pas possible. Et on apprend à ce moment-là que Galadriel s'est échappée, mais on va revenir un petit peu en arrière, je fais pas du tout dans l'ordre, c'est le bordel. Dans la prison, Halbrand continue à se foutre royalement de la gueule de Galadriel, qui fait des allers-retours dans sa cellule. Vraiment, il la compare à un cheval qui tient pas en place, et oui, un petit peu, c'est vraiment, elle est obsédée par l'idée d'aller se battre contre Sauron, globalement. Et il lui fait remarquer que elle ferait bien de se calmer, en gros, et de réfléchir au lieu de foncer la tête la première dans les trucs. Et c'est bien, c'était vraiment le moment, je pense, pour que quelqu'un lui dise exactement ça, lui dise « Hé, redescends 2 secondes ». On comprend son obsession, et je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est une critique. Je critique pas la personnalité ou je critique pas l'écriture, je trouve que justement, quand on a un personnage qui est obsédé par une chose et que depuis le début c'était son seul drive, c'est la seule chose qui l'ait poussé, c'est bien qu'à un moment donné quelqu'un les rattrape et leur dit « Attends, peut-être que le fait que tu ne penses qu'à ça, que tu fasses attention à rien d'autre, c'est ça qui t'empêche d'accéder à ton objectif. » Et donc c'est ce que je disais, il lui dit « Calme-toi un peu, arrête de rentrer dans tout le monde, et globalement pense plus comme un politicien que comme une guerrière à ce stade-là. » Il lui fait notamment remarquer que elle a insulté tout le monde quand elle est arrivée, pas de façon directe, mais globalement elle a dit que Numénor il l'avait pas mérité, que ça leur avait été donné grâce aux elfes. Elle n'a pas été dans la subtilité forte depuis le début, mais que la seule chose qui avait énervé Myriel au point où Myriel l'a balancée en prison, c'est quand elle a demandé à voir son père, qui est un très bon point.
Et donc Galadriel, en effet, commence à ralentir un petit peu et à réfléchir. On la voit un petit peu plus faire sur la fin de l'épisode. Et c'est là où on va rentrer, là et juste après, dans la théorie Halbrand et Sauron. Je vous avais dit que tout le monde est Sauron. Il y avait pas mal de gens sur internet qui, depuis le début de la série, disaient Halbrand et Sauron. Moi, j'étais pas du tout dans ce camp-là. Parce que j'estimais que oui, un roi déchu des terres du Sud, ça pouvait tout à fait être une histoire cohérente. Je voyais où ça pouvait aller, ce qui m'intéressait fortement. Et ce qu'il avait dit par rapport aux orques, quand il était sur le bateau, me semblait le disqualifier pour être potentiellement Sauron. Sauf que vous remarquerez que dans cet épisode, il manipule absolument tout le monde. Il l'a fait un petit peu dans l'épisode précédent aussi. Dans l'épisode précédent, à chaque fois, il arrive un petit peu à obtenir ce qu'il veut, en fait, juste en parlant aux gens. Et être un maître manipulateur, c'est un des signes numéro 1 de tes Sauron. Dans l'épisode précédent, il a réussi à retourner, avant que ça parte en cacahuète après, mais au début, il a réussi à retourner en sa faveur la situation dans le petit restaurant qui allait se transformer en combat. Il a réussi finalement à faire en sorte que ça devienne un moment sympa. Même avant, quand il a été présenté avec Galadriel à l'arène, Galadriel et la reine commençaient déjà à s'embrouiller et il a réussi un petit peu à calmer tout le monde en disant « Hey, on peut attendre un petit peu, on va attendre 3 jours, le temps que vous preniez votre décision, machin. » Et là, il arrive à expliquer à Galadriel que si elle se calme et qu'elle regarde, elle peut manipuler elle aussi la reine. Parce que, oui, la reine a eu une réaction très émotionnelle et très extrême à la mention même de son père, donc sans doute qu'il y a quelque chose là. Et si tu veux pouvoir obtenir une armée ou quelque chose, c'est sans doute dans ce coin-là qu'il faut aller regarder. Et juste ensuite, les gardes arrivent pour libérer Galadriel parce qu'elle va être renvoyée en Terre du Milieu. Et dès qu'elle est hors de sa cage, elle assomme les gardes et les envoie dans la cellule derrière lui. Et Pharazôn, qui n'est clairement pas un guerrier vu sa tête effrayée, est sur le point de sortir son épée et Halbrand lui dit « Ça sert à rien, on sait où elle va, t'inquiète ». Et il arrive à manipuler en 30 secondes Pharazôn. Alors c'est pas de la manipulation extrême pour l'instant, il arrive juste à calmer les situations à chaque fois qu'elle s'accélère un petit peu trop. Et pour l'instant, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. La seule chose qu'on sait qu'il veut depuis le début, c'est rester à Núménor. Il est arrivé à Núménor, il a vu la cité extrêmement prospère et sécurisée, et il a dit, c'est ce qu'il redit d'ailleurs à Galadriel dans cette scène, je veux rester à Núménor. Et là, l'une des personnes qui potentiellement menaçait de l'amener avec elle, machin, c'était Galadriel, et là il a réussi à la convaincre, elle, d'aller faire autre chose et du coup potentiellement de partir, ce qui lui permettrait de rester à Núménor. Il a réussi à calmer la situation qui potentiellement lui donne on va dire un avis positif de la part de Pharazôn et des autres. Et d'ailleurs, on va le voir, à la fin, il est libéré de prison. Je trouve pas qu'il y a énormément d'arguments pro-Sauron dans le truc, mais celui-là, j'avoue qu'il commence à s'installer dans ma tête un petit peu. Disons que s'il est pas Sauron, c'est un bon parleur. Je trouve. Peut-être pas, hein. Honnêtement, je sais pas. Encore une fois, je n'ai aucune information, je ne sais rien. Je trouve que il arrive quand même vachement bien à suggérer aux gens quoi faire, et les gens font ce qu'il suggère, globalement. Et si t'étais un gars qui cherchait à causer des problèmes, potentiellement... Bref, oui, Galadriel s'échappe et va aller à la recherche du roi que personne n'a vu jusque-là, le roi qui est enfermé dans la tour, cette magnifique tour-là. Et elle grimpe la tour, qui est assez impressionnant. Et quand elle arrive dans la chambre du roi, elle trouve Myriel et surtout, elle trouve le roi qui est vieux, potentiellement malade et qui est clairement pas en état d'être roi et de régner sur quoi que ce soit, encore moins une île et un royaume aussi complexe que Núménor. Galadriel s'excuse, ce qui est une bonne chose. Et elle dit à Myriel, ok, il est temps qu'on se parle honnêtement. Toi et moi, il faut qu'on soit honnête maintenant. Myriel accepte et va lui montrer le palantir
juste avant qu'on voit le Palantir, elles montent toutes les deux dans un autre coin de la tour, et Galadriel passe devant cette épée, qui ressemble fortement à une épée qu'on verra plus tard potentiellement dans les mains de quelqu'un qu'on connaît plus tard. Peut-être pas, honnêtement, mais il y a juste... ça ressemble quand même. Je dis rien si jamais... potentiel spoiler, mais... j'arrive pas à savoir si les films de Peter Jackson, ça rentre dans les spoilers. Est-ce que toutes les références qui potentiellement arriveraient au film de Peter Jackson pourraient être des spoilers ou pas? Est-ce que tout le monde a vu les films? Parce que je connais pas beaucoup de gens qui les ont pas vus et qui les connaissent pas, mais en vrai, il y a sans doute des gens dans le monde qui ont pas vu ces films ou qui les ont oubliés. Donc je sais pas. Bref, c'est une épée qui est fort jolie, qui pourrait revenir peut-être dans le futur. Myriel amène donc Galadriel au Palantir, et c'est pareil, c'est une image qu'on avait vue dans la bande-annonce, il y en a quelques-unes dans cet épisode, c'est rigolo, et que c'est une vision du Palantir qui fait qu'elle agit un petit peu de la façon dont elle agit en ce moment. Elle explique aussi que son père a toujours été amical et loyal envers les elfes. Et on imagine que quand il est devenu roi, c'est là où il a découvert le Palantir. Il a vraiment essayé de pousser pour que les Numénoréens relient avec les traditions elfiques et avec les croyances et les traditions précédentes, on va dire, et que ça s'est pas bien passé. Il y a globalement eu une révolte, il y a eu un conflit civil à Numénor, au point où son père a été démis de ses fonctions de roi, et que elle est devenue régente. Ce qui fait que le père n'est plus roi, enfin, il est roi mais il est pas pouvoir, on va dire, c'est qu'il a essayé de pousser pour revenir en faveur des elfes, et des Valar, et tout ça. Ça a pas marché. Ça a vraiment pas marché. Donc, à ce moment-là, Myriel montre donc ce qui, sans doute, a poussé son père à essayer aussi violemment de retourner vers les anciennes traditions. Elle la prévient que la vision peut être un petit peu violente, ce qu'elle est. C'est un petit détail, mais j'ai bien aimé la façon dont le Palantir explose plus ou moins quand ta vision commence. C'était un joli visuel. Et on revoit exactement la même vision que Myriel a eue au tout début. Et c'est vraiment le parallèle, on peut mettre les deux images côte à côte, où on voit donc Galadriel avancer dans la salle principale en haut de Numénor, avec les pétales qui volent en sa direction, et ensuite la vague qui arrive, qui détruit Numénor et qui submerge Galadriel dans sa vision. Galadriel est horrifiée, avec raison, et elles ont toute une discussion où globalement elle lui dit justement, si ça c'est le destin de Numénor, si vous reconnectez pas avec les Valar et avec les anciennes traditions et avec les elfes, pourquoi est-ce que tu m'aides pas? Et Myriel a un bon point, et elle dit ça a été l'interprétation de mon père. C'est-à-dire, on a une vision, il peut y avoir plusieurs interprétations de cette vision. Et elle estime que... Enfin, elle lui dit, le truc c'est que ça a été l'interprétation de son père, il a essayé de pousser pour revenir aux anciennes traditions, et ça a empiré les choses, il y a eu un conflit, il y a eu... ça n'a pas été une bonne conclusion. Donc, ce qu'elle essaye, j'ai l'impression, ce qu'elle essaye de faire Myriel, c'est de garder la paix à Numénor. Donc elle est pas fortement contre les elfes, mais globalement elle essaye pas non plus de retourner vers les anciennes traditions, elle veut garder la paix. Galadriel lui fait remarquer que c'est une décision qui est basée dans la crainte, dans la peur, et pas forcément dans la raison. Ce que Myriel accepte plus ou moins, mais elle lui dit, moi je peux, même si moi je crois, même si j'ai confiance aux elfes, et globalement, je crois qu'elle dit, la croyance, c'est bien pour une personne, mais c'est pas ça qui fait tenir un royaume au complet. Je comprends cet argument à Myriel. C'est-à-dire que quand son père a essayé, ça a manqué de créer une guerre civile, clairement, c'est ce qu'elle sous-entend, donc elle peut pas vraiment continuer dans la même direction. Elle décide de renvoyer Galadriel en Terre du Milieu, sans armée, sans rien, juste elle. Et donc Galadriel quitte les lieux. Elle dit au revoir à Elendil. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un début de relation pas du tout romantique, mais respect entre deux guerriers, entre ces deux personnages, et je la trouve assez intéressante. Elendil lui parle en elfique, ce qui, je crois, elle apprécie, puisqu'elle se fait détester par tout le monde sur cette île, donc à chaque fois que Elendil lui montre un petit peu d'affection, je pense qu'elle apprécie fortement. Et
elle a un dernier regard pour Myriel avant de se diriger vers le bateau. Myriel s'en va avec Pharazôn et les pétales de l'arbre blanc commencent à tomber. Une image qu'on avait vue d'ailleurs encore une fois dans la bande-annonce. Et on entend la voix de Myriel qui redit ce qu'elle avait dit à Elendil dans l'épisode précédent, qui était à chaque fois que les pétales de l'arbre blanc tombent, c'est pas juste un arbre qui perd ses pétales, c'est les Valar qui pleurent, c'est les larmes des Valar. On présente les larmes des Valar. Ce qui est un signe suffisamment fort. On voit vraiment le tout Numénor qui avec des pétales partout qui volent. Et ce qui est un signe suffisamment fort pour que Myriel change d'avis. Et donc elle va rappeler Galadriel et elle va faire un discours où elle dit que il faut aller protéger les terres du Sud, en gros. Et elle dit aussi qu'elle ne forcera personne à y aller et qu'elle n'invitera personne à aller faire quelque chose qu'elle-même ne fera pas, donc ça sous-entend qu'elle va mener les troupes, et donc elle invite les gens à se porter volontaires pour aller porter assistance aux humains des terres du Sud, et elle fait donc ressortir Galadriel, et Pharazôn annonce donc qu'ils sont à la recherche de volontaires et que des bateaux vont partir prochainement. On voit aussi Elendil qui lit l'annonce dans les rues, sur une place, et en face d'Elendil, on a toute une foule pas possible, et surtout les deux potes de Isildur, qui sont donc plus en uniforme puisqu'ils ont été virés de la marine et qui se portent volontaires. J'aime bien parce que le gars qui était énervé dans la conversation avec Isildur, lui, il est volontaire direct, puis il pousse un peu son pote qui est un peu désespéré. Oh, ok, je suis pas volontaire. Ok. Et évidemment, Isildur joint aussi le rang des volontaires. On se demande si c'est pour aider ses potes ou si c'est juste parce qu'il a besoin peut-être de s'excuser de ses actions ou qu'il veut partir un petit peu. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui l'a poussé exactement à prendre cette décision à ce moment-là. Et ça incite pas mal de gens à se porter volontaires. Et donc il y a plein de gens finalement qui sont prêts, malgré leur potentielle détestation des elfes, ou peut-être qu'il y a plus de gens qui soutiennent les elfes que ce qu'on pense. Mais surtout, il y a plein de gens qui sont prêts, 1, à soutenir leur reine, et 2, à aller aider les gens des terres du Sud contre Sauron et contre les orques. Et on le voit, que ce soit dans la rue ou dans la salle du trône, où Myriel faisait son discours. Donc c'est une jolie scène, c'est un joli moment, où enfin les Núménoréens semblent un peu s'unir après autant de divisions. On voit, comme je l'avais dit, Halbrand qui a été sorti de sa prison et qui est donc libre de se balader à Numénor. S'il est Halbrand, humain des terres du Sud, potentiel héritier d'une couronne de ce coin-là, tout va bien. Et ça sera intéressant de voir ce qu'il va devenir. Ça va être intéressant de voir s'il va accompagner Galadriel, Myriel et compagnie. S'il est Sauron, il aurait peut-être mieux fait qu'il le garde en cellule. Mais bon. Et quand Myriel fait son discours, où globalement elle dit on va faire confiance aux elfes, faire confiance à l'elfe Galadriel qui est là, et on va aller à nouveau s'unir pour combattre le mal. Le roi se réveille, en tout cas ouvre les yeux. Donc j'ai trouvé que c'était un détail sympathique. Accessoirement, sa chambre est assez jolie. Je sais, j'arrête pas de m'acharner sur les décors et tout ça, mais c'est des beaux décors. Et c'est la fin de l'épisode. C'est un épisode très intéressant, encore une fois, en termes de références à plein de choses. Je trouve qu'on a eu plein d'indices sur certains mystères, notamment le mystère Sauron. Encore une fois, il est fort possible qu'on n'ait pas du tout vu Sauron jusque-là. Que tous les potentiels méchants qu'on a vus soient des supporters de Sauron ou juste des antagonistes secondaires comme on pourrait avoir. Il est fort possible que Halbrand soit Halbrand, Hadar soit un elfe qui a mal tourné, peut-être, qui sait. Je trouve que c'est le mystère vraiment assez rigolo. Je ferai peut-être ce que je disais, je ferai peut-être une vidéo sur mes théories qui sont un peu plus spoilantes. On verra. Je garantis pas parce que ça me prend beaucoup de temps de faire des vidéos, donc on verra. J'espère que vous avez trouvé cet épisode sympa. J'ai vraiment trouvé bien. Je crois que j'ai préféré de tous les épisodes. Je pense que l'épisode 3 est mon favori à date. On est à peu près au milieu de la saison là, donc ouais, je pense que l'épisode 3 j'étais vraiment à fond sur l'épisode 3. Mais le 1, 2 et 4 étaient vraiment, vraiment solides. J'étais vraiment contente de retrouver Durin et Disa dans celui-là, et Elrond. Et Celebrimbor, même si c'était que quelques secondes.
J'ai beaucoup aimé les références à Erendil. Ça fait plaisir d'entendre parler de ce personnage qui est classe. Et surtout qui est si lié à un de nos personnages principaux, qui est Elrond. Donc c'est assez sympa. Et ça avance bien, c'est bien construit. J'ai très peu de choses à reprocher à cette série. Je crois que j'ai fait quelques petits commentaires sur des petits passages dans les épisodes précédents en général. Mais j'ai pas de critique globale sur l'arche qu'on a eu là sur les 4 épisodes. J'ai rien qui ressort comme ah ça fonctionne pas. Non, je trouve que dans les 2 premiers épisodes, j'étais pas vraiment investie dans le Arondir Bronwyn, ou assez peu on va dire, mais là j'ai trouvé que sur 3 et 4, ils ont réussi vraiment à m'accrocher, surtout sur Arondir d'ailleurs un peu plus que sur Bronwyn, mais bon, ça va se lier. Et toutes les autres intrigues, je suis vraiment à fond dedans. Donc ouais, ça marche vachement bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, n'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui est Sauron. Parce que c'est bien parce que personne ne peut vraiment spoiler. Parce que personne ne le sait. Sauf si vous avez bossé sur la série. Si vous avez bossé sur la série, laissez-moi un commentaire, on va se parler. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Univers Fantasy.